تنمية المداخلات، والتي أطلب من كل المتدخلين أن يحرصوا على احترام الوقت، وقد أكون ملزما بإيقافه مع الاعتذار المسبق. On a un après-midi très chargé, on essaiera de ménager le temps et je serai très sévère et du moins indulgent avec les intervenants en espérant qu'ils respecteront le temps imparti qui est de 15 minutes pour chaque communication. نبتدئ بالمداخلة الأولى تلقيها أستاذة فاطمة الخوخي التي هي أستاذة الإعلاميات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بالمشاركة مع الهلالي أحمد من كلية العلوم والتقنيات بفاس، وكذلك من شاقور جواد من جامعة لو هافر. والموضوع هو gestion des ressources naturelles face aux défis écologiques actuels, de l'économie linéaire classique à l'économie circulaire de l'environnement. Vous avez 15 minutes, madame, pour faire votre communication. À vous la parole. Merci, monsieur le président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier tout le comité d'organisation pour l'organisation de cette grande manifestation scientifique qui s'engage dans le cadre d'étudier les risques dans le cadre d'un développement durable. La présentation d'aujourd'hui, intitulée Gestion durable des ressources naturelles face aux défis écologiques actuels, de l'économie linéaire classique à l'économie circulaire de l'environnement, s'encadre dans le cadre d'une étude faite dans le contexte industriel dans le sens d'étudier tout ce qui est risque et défis écologiques à l'industrie. Ce travail était fait en collaboration avec les professeurs Ahmed Hilali Al-Alawi de la FST de Fès et le professeur Jawad Boukachour de l'Université du Havre. Le plan de la présentation s'articule autour des axes suivants. Nous commençons par une introduction, puis nous passons sur le premier point qui est le cycle de vie produit et les défis écologiques qui en découlent lorsqu'on traite un produit lors de la production. Nous traitons également l'économie circulaire comme étant un levier de création de la valeur dans le cadre de traiter des nouveaux modèles économiques de temps et d'actualité relatifs avec le respect de l'environnement. L'éco-conception, comme forme particulière du concept de développement durable, sera aussi un axe à traiter par la suite. Nous passons par la suite à imaginer le futur usine ou la future entreprise dans un sens de faire la relation entre la production classique et la production circulaire, production écologique, environnementale, propre et durable. Un aperçu bien sûr sur le contexte marocain sera traduit par la suite et nous finissons Inch'Allah par une conclusion et ouvrir quelques pistes de recherche par la suite. Alors, en se mettant dans le contexte industriel et suite aux interventions de cette matinée, toujours dans le sens d'étudier les piliers du développement durable, que ce soit sur le contexte environnemental, social et aussi économique. Dans un système de production, comme vous voyez, je traite un atelier de production. Alors face à tout ce qui est développement écologique, à tout ce qui est exigence des clients, tout ce qui est concurrence au niveau marché, que ce soit mondial, que ce soit au niveau national, au niveau international, vous êtes en train de vivre au sein d'un marché très concurrentiel, donc quitte à faire des décisions à temps réel, qui soient des décisions à tous les niveaux stratégiques à l'intérieur de l'entreprise, aussi bien qu'avec ses relations externes, relations fournisseurs. Donc nous partons de la diminution des coûts et délais de fabrication, l'amélioration de la production, l'augmentation de la qualité et amélioration du niveau de service, l'augmentation de la réactivité, la diversité des produits, l'augmentation de la concurrence. Donc une entreprise est face à un tas d'exigences, mais dans ce cas, il doit faire des décisions stratégiques à temps réel, il doit accéder à l'innovation, améliorer sa compétitivité, faire des meilleures gestions au niveau ressources. Alors vous savez donc, toute étude prospective moderne de l'économie doit se baser principalement et crucialement sur l'étude de ses ressources. Les ressources, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources humaines. Dire une ressource, c'est dire en général un coût supplémentaire par la suite.
dire une durée de vie. Parce que chaque machine, elle a une durée de vie qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, dès le départ, on va prévoir une maintenance, si vous voulez, préventive, afin de gagner au niveau de la pertinence globale de l'entreprise et de ses ressources matériaux et aussi humaines. Donc, prendre aussi des meilleures stratégiques internes et externes, et tout ça dans le sens de parler d'un ensemble de points sur la conduite et pilotage d'un système de production. On va commencer par la suivi de la production et l'organisation des activités logistiques. Voyez un ensemble d'activités ou des flux à l'intérieur de l'entreprise qu'il faut assumer et qu'il faut bien sûr faire une gestion durable. Donc là, nous parlons des ressources matérielles et humaines. On parle aussi de l'ordonnancement des passages des tâches ou des produits ou des jobs, parce qu'on avait dans le contexte des problèmes d'ordonnancement, par d'un job ou d'un produit. Et un produit, comme vous savez, il est séparé en opération, bien en tâches élémentaires. Et l'idée, c'est de faire passer ou d'organiser le passage de ces produits sur les différentes machines. La difficulté, c'est que les machines existent en un nombre limité et ils ne sont pas disponibles tout le temps. Ça veut dire qu'on est face aux aléas, parce qu'on a parlé cette matinée des aléas. Alors, au niveau des aléas industriels, il y a aussi le cas des pannes des machines qu'il faut prévoir dès le départ pour qu'il n'y ait pas de stock de production. La gestion aussi des engins de transport interne, parce qu'on parle d'un transport interne et un transport externe. Le transport interne, c'est la relation à l'intérieur de l'atelier de production, et externe, c'est la relation avec les fournisseurs clients. Donc la gestion aussi de la maintenance, comme je viens de citer, la gestion aussi des stocks, et le respect, bien sûr, des exigences des clients. D'un jour à un jour, les clients se demandent toujours que vous traitez un 3 piliers. Ils vous demandent, si vous voulez, un produit de bonne qualité. 2 à temps impartis, ça veut dire que vous devez respecter ce qu'on appelle le juste à temps. Vous devez respecter les délais de livraison. Et en même temps, ils demandent un produit à moindre coût. Remarquez ce triangle qui est un peu contradictoire et difficile vraiment à réaliser dans le contexte réel. La résistance aux aléas, comme je viens de signaler, qu'il existe aussi comme des aléas le cas de panne de machine. La grève, par exemple, des employés. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des aléas. Et là, on est face vraiment dans un problème de traité, d'optimisation réelle. C'est avoir un gain en durée et bien sûr un gain aussi au niveau coût de production, de minimiser le coût et minimiser aussi la durée totale de production, tout en respectant bien sûr les exigences du client et la qualité. Là, le dernier point, c'est l'innovation. En fait, une entreprise innovante, c'est une entreprise qui va innover plus, qui va innover de manière vite et qui va innover de manière mieux. Alors lorsqu'on dit vite, alors là, on parle du marché qui est vraiment concurrentiel. Tu produis vite, tu produis un produit de qualité et tu produis un produit qui répond aux exigences et aux demandes du client. Produire et il vaut mieux, ça veut dire que le client attend plus de toi, mais tu as moins de ressources si vous voulez, et tu dois faire plus avec mieux et avec moins. Alors, dans ce cadre, l'enjeu principal, c'était d'améliorer, si vous voulez, en performance, la qualité globale de la production. Et lorsqu'on parle de la qualité globale, les études préalables s'étaient fixées au départ, tout simplement, en consigne coût et délai de livraison. Et donc, chercher le bon produit, si vous voulez, au bon moment et au moindre coût. Si on s'approche un petit peu du cycle de vie global, on va dire classique, si vous voulez, d'un produit, ça commence bien sûr de l'acquisition ou l'extraction des matières premières depuis les ressources. Et dire matières premières, c'est dire ressources naturelles. Et on est dans le cadre de dire éviter les épuisements et le gaspillage au niveau utilisation des ressources, qui reste vraiment un problème très crucial. De l'acquisition des ressources, à la phase de la fabrication, à la phase d'utilisation, et bien évidemment le cycle s'arrête en fin de vie. Ça veut dire fin d'utilisation, ça veut dire le produit devient déchet. Alors à ce moment-là, les études actuelles s'étaient développées en traitant aussi les impacts environnementaux, qui concernent bien sûr tout ce qui est matière première, tout ce qui est ressources. Et là, on envisage l'occasion de parler de la ressource eau, et la ressource matière première, peu importe la source, et aussi des déchets qui s'en sortent par la suite à la fin de la production, que ce soit des déchets au niveau matériel ou des déchets sous format eau résiduaire, etc. Donc là, face à la pollution, à ce critère d'épuisement de ressources, et bien sûr lorsqu'on dit
épuisement et critères. On parle par la suite d'un coût environnemental qui est vraiment un impact difficile à suivre. La vision a changé. Et la stratégie qui était au départ, qui était une stratégie linéaire, produire, consommer, jeter, ça c'était le classique. On s'arrête à jeter sans prendre compte de ce qu'on appelle la deuxième vie utile du produit. Ça veut dire après fin d'utilisation, on ne va pas le laisser comme déchet, mais le temps est arrivé d'en profiter de ce produit pour le faire entrer dans un deuxième cycle qui sera cette fois-ci fermé, pas un cycle qui se finit à la fin de vie. Et bien sûr, ce modèle sera un modèle par la suite circulaire, surtout que là, on sait bien que pour les matières premières et les ressources, le temps maintenant c'est d'avancer, et puisque ça devient de plus en plus cher et ça devient de plus en plus rare, et à un certain moment, nous allons épuiser, arriver à un zéro qu'on n'espère pas, c'est zéro épuiser les ressources de notre planète. Alors la tendance verte. La tendance verte, c'était orienté dans le sens de fermer ce cycle dont on est en train de parler. Et là, donc, à partir de la fin de vie, jusqu'à encore, on va arriver et fermer vers arriver à l'acquisition des ressources. Et cette fois-ci, le déchet va devenir une deuxième ressource et on va lui donner une deuxième vie, si vous voulez, qu'on va appeler la vie utile. Et cela à travers ce qu'on appelle le tri, la valorisation et le recyclage. Le passage ainsi à une économie, on va dire plus circulaire, c'est un nouveau mode économique existant en temps actuel, c'est à la mode. Circular economy, c'est vraiment un enjeu à la fois écologique, c'est un double enjeu écologique et en même temps économie, c'est faire cet équilibre entre les deux. Bien sûr, pour une vie globale, c'est l'utilisation efficace, dire une gestion durable, intégrée des ressources de l'atelier. Un aperçu sur les trois notions, trier, valoriser, puisque c'est relié directement au recyclage, et c'est relié à ce qu'on appelle dans le jargon de ce contexte, les 3 R, ça veut dire réutiliser, réparer et aussi rétablir. Alors la valorisation, c'est en fait toutes les actions, et là lorsqu'on dit action, c'est un ensemble d'étapes et un ensemble de processus qui visent à isoler et à récupérer dans les déchets des matières premières, si vous voulez, des parties qui seront utiles par la suite. Et là on parle d'une nouvelle notion qui est les matières premières, mais les matières premières secondaires. Ça veut dire de nouvelles matières qu'on va faire entrer par la suite dans le cycle de la production, mais qui seront des matières recyclées à partir de déchets. Préalablement, bien sûr, à toute valorisation, il y aura une opération de tri, une opération de classification de ces déchets, bien sûr selon la nature, selon la source, et bien sûr selon l'utilisation par la suite. Et c'est en vue de valorisation. Le recyclage, qui va consister à réintroduire dans un cycle de production un déchet. Ça veut dire je vais réutiliser le déchet à nouveau. Bien sûr, c'est après l'étape intermédiaire de reconstituer ce déchet pour qu'il soit apte par la suite à être une nouvelle matière première. Alors, respecter et préserver les ressources, ça va nous emmener sur l'étude de ce qu'on appelle les sources de gaspillage à l'intérieur d'un atelier de production. En général, 5 sources de gaspillage ils sont reproduites. Commençons par la surproduction, les produits défectueux, les stocks, le transport et l'attente. Au niveau surproduction, ça veut dire que je vais produire plus que mon besoin. Donc, gaspillage de matières premières, d'eau et d'énergie. En fait, lorsque je parle de matières premières, ça englobe déjà matière, c'est eau et énergie, mais on va faire ces distinctions des trois parce que chaque point, c'est vraiment un point de départ pour un modèle critique. La nécessité de recycler les produits ou de les enfouir lorsqu'ils se gâtent et deviennent par la suite obsolètes avant d'être vendus. Et dire que je vais produire plus, dire que je vais générer par la suite des stocks. Et lorsqu'on parle de stock, ça veut dire espace de plus, ça veut dire des ouvriers de plus, un coût supplémentaire pour ajouter des heures supplémentaires et remarquer la propagation par la suite de tout ce qui est résultat de cette surproduction. Là, les produits défectueux, ça veut dire en temps de production, l'erreur humaine, et l'erreur, bien sûr, on ne va pas parler justement de l'erreur humaine, ce sera l'erreur matérielle, elle est aussi existante, et donc on va y avoir le cas de produire des produits qui sont défectueux, qui ne respectent pas les normes, etc. Donc dans ce cas, garde aussi à faire gaspillage de tout ce qui est énergie, de tout ce qui est eau et de tout ce qui est matière première. Alors la conversion de ces matériaux qu'il reste contiennent des nouveaux produits par la suite. Donc on peut en fait en profiter de ce cas-là
pour détecter à partir de ces produits qui sont défectueux, si on peut prendre en marche quelques parties de ces produits pour les faire entrer aussi dans le cycle de production. Alors, le stock. Le stock, c'est déjà un problème très important dans le cadre de la recherche opérationnelle ou des preneurs d'ordonnancement et d'aide à la décision. Je vais étudier les problèmes de stock. Et lorsqu'on parle de problèmes de stock, donc ça concerne un ensemble d'aliens par la suite. Je vais essayer un petit peu d'être restrictif. Alors, l'attente. Lorsque je produis, il y a bien sûr des stocks d'encours. Et donc, des stocks d'encours au cours de la production, c'est aussi un temps d'attente de plus. Et donc, plus d'argent, plus de matériaux, plus d'opérateurs qui vont entrer dans ce processus continu. Alors, finalement, on parle de transport, que ce soit au niveau interne, ça veut dire transport à l'intérieur de l'atelier. Je vais utiliser par exemple des chariots, je vais utiliser des transporteurs humains. Alors là, quitte à avoir des blocages à l'intérieur de l'atelier, quitte à avoir de l'énergie que je vais utiliser si j'utilise des technologies high technology, ça veut dire que je vais faire appel à l'énergie. Donc là, je vais faire attention à tout ce qui est consommation d'énergie. Et bien sûr, le produit externe, je vais utiliser des véhicules. Dire véhicules, ça veut dire des émissions, consommation en termes carburant, et donc ça veut dire épuisement des ressources et aussi pollution. Alors, on pense à optimiser les trois piliers, matières premières, eau et énergie. Et donc, tout ce qui est au niveau, si vous voulez, réutilisation, je vais réduire la quantité utilisée, que ce soit au niveau matières premières, que ce soit au niveau de l'eau, ou bien de l'énergie. Et on cherche de nouvelles sources, comme l'énergie renouvelable. Et aussi, sur l'eau, je vais bien sûr utiliser, par exemple, les eaux usées, je vais les faire entrer aussi dans un cycle fermé, où on utilise les eaux pluviales, et cette matinée a été très riche au niveau du traitement en gestion de l'eau. Là, c'est le modèle, si vous voulez, de l'économie circulaire. C'est en fait cette démarche. C'est un modèle nouveau dans le cadre des entreprises. Lorsqu'on dit recyclage sans gaspillage, ça veut dire une nouvelle approche industrielle qui va faire part d'un ensemble de points intéressants. On parle de l'éco-conception, ça veut dire une démarche préventive, ça veut dire je vais construire un produit tout en prenant compte des dégâts, si vous voulez, environnementaux, et je vais produire en tenant compte bien sûr de sa fin de vie. Et dès le départ, je vais prévoir qu'il soit un produit, si vous voulez, ami de l'environnement. Le recyclage, la réutilisation, l'écologie industrielle des territoires, l'économie de fonctionnalité, le réemploi, la réparation, c'est un ensemble d'enjeux concurrentiels et un engagement vraiment durable qui s'engage dans si vous voulez, la démarche de développement durable. Alors je vais essayer un petit peu, parce que le sujet est très intéressant, il y a pas mal de notions qu'il faut traiter. J'ai aimé bien présenter une nouvelle opportunité qui existe actuellement, la notion de l'économie circulaire, et là la notion d'éco-conception. Donc c'est un ensemble de démarches, si vous voulez, qui réserve l'environnement, qui produit tout en respectant l'environnement. Et bien sûr, on va éviter les émissions CO2, le gaspillage de la consommation eau, matières premières et énergie. Je vais utiliser des moyens propres. Tout ça, ce sont des démarches qui s'encadrent dans ce qu'on appelle l'éco-design ou l'éco-conception, concevoir un produit ami de l'environnement. Ça, c'était un petit peu une idée sur le développement durable et ça a été traité cette matinée par le professeur. Et donc, c'est un peu d'historique sur le développement durable qui quitte bien sûr à travailler les trois points essentiels, social, bien sûr économique et environnemental. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu la vision globale. Je vous donne une idée générale, c'est passer d'une entreprise qui est classique, une entreprise qui favorise tout simplement le coût, qui favorise la production, augmenter la production, diminuer le coût, produire un bon produit, mais qui néglige le côté environnemental. La vision actuelle, c'est les green entreprises ou les entreprises vertes. Ça, c'est l'actualité. C'est une entreprise qui est responsable, une entreprise durable, une entreprise propre, qui va opter à ce qu'on appelle la production écologique, à veiller à toutes les dimensions, que ce soit économique, organisationnelle, sociale et environnementale. Oui. Ok, alors là je passe vitement pour... Vous êtes la première, donc... Il faut passer au contexte marocain. Bon, j'aurai un petit peu de justification parce que j'ai parlé du Maroc, donc je vais profiter, tu me donnes un peu de temps pour parler du Maroc. Alors, la plateforme marocaine, elle est maintenant en cours de développement, sachant que le Maroc, c'est un pays agricole, c'est un pays touristique, c'est semi-industrialisé, mais on est dans la marche de développement durable. Et le plus important, c'est qu'il y a des grands progrès, malgré qu'il y ait des défis, mais on a commencé à faire des pas et on a commencé à adapter tout ce qui est écologique dans tous les secteurs.
bien sûr avec les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Alors, pour ce qui est aperçu marocain, le Maroc a reconnu un grand progrès, que ce soit au niveau des gestions des déchets, la gestion de l'eau, malgré qu'il reste avec bien sûr la politique des barrages, malgré qu'il reste aussi beaucoup de choses vu la rareté et on a commencé un petit peu à épuiser les ressources. Le Royaume a accordé aussi une priorité au développement durable dans tous les pays et je vais insister sur la politique des énergies renouvelables parce qu'on a parcouru un long chemin au niveau des énergies renouvelables avec les deux projets marocains de l'énergie solaire et celui de l'énergie par la suite éolienne. Alors je vais finir. Bien sûr, j'en profite de l'occasion pour parler de la COP22 qui était l'initiative bien sûr là où le Maroc a commencé à s'intégrer crucialement dans ce monde d'environnement, dans tous les secteurs. Et en conclusion, bien sûr, c'est le temps actuellement de responsabilité des entreprises, c'est le temps de faire appel à une économie circulaire plus respectueuse de l'environnement, c'est le temps d'en profiter de tout ce qui existe, ça veut dire de mieux produire, de travailler avec moins pour faire plus et pour faire mieux, c'est le temps d'ouvrir les esprits pour travailler avec tout ce qui est environnemental dans tous les secteurs, généraux, que ce soit exactement le secteur dont j'ai essayé de vous donner une idée, c'était le secteur industriel. Alors avant de finir, notre travail actuel dans le cadre de la recherche, nous sommes en train d'établir un modèle mathématique pour la production durable d'un produit ami de l'environnement. Et donc, ce sera peut-être l'occasion, Inch'Allah, l'année prochaine, en participant à cette deuxième édition de cette même colloque, de présenter un peu de maths concernant la modélisation de tout ce qui est économique. Et on va organiser, Inch'Allah, au mois d'avril, une session thématique. On va représenter le Maroc dans une session spéciale, dont je serai, Inch'Allah, cher parmi les co-chers participants. On va organiser une session sur tout ce qui est écologique, la gestion durable, d'accord, de la production à l'intérieur de l'atelier. Et donc, pour finir, je vous remercie pour votre attention. شكرا جزيلا الاستاذ الخوخي. انا ملزم ومحرج في نفس الوقت صحيح بانه مداخله فيها اشياء مهمه جدا ولكن الوقت لا يرحم. شكرا استاذ. قبل ان نمر الى مداخله ثانيه لمسيو جيازي فرانك en collaboration de l'université de Grenoble-Alpes. Nous remercions pour son déplacement que nous a honoré par sa participation à ce colloque. En collaboration avec Affan Abou Abdelkader de l'université de Niamey au Niger sur la thématique la cogestion des ressources végétales pour mieux intégrer les impacts du changement climatique chez les éleveurs de la zone sahélienne et du Haut-Atlas marocain. Je crois que c'est une approche qui va comparer entre deux situations relativement différentes, mais la comparaison est toujours une chose positive pour nous permettre d'avoir des horizons plus élargis. Je reviens sur l'intervention de Mme الخوخي. أعتقد بأن ما هو مهما هو أن اليوم في الاقتصاد هناك مقاربة جديدة تحاول أن تأخذ بعين الاعتبار إشكالية تلوث ومسألة البيئة، وأن هذه المسألة أصبحت في كل خطابات سواء الدولية أو الوطنية حاضرة بشكل كبير. طبعا النموذج الاقتصادي والنظام الاقتصادي الذي نعيشه والذي يعيشه العالم يفرض مجموعة من التحديات ومجموعة من الحيثيات وله مجموعة من التأثيرات على المستوى البيئي وعلى مستوى استعمال الموارد الطبيعية. ولكن اليوم هناك إحساس وهناك وعي بضرورة مراجعة هذا النموذج وبضرورة إخضاعه للمنطق الذي يقول بأنه من ضروري أن نتجاوز الإنتاج لا المتناهي وأن نتجاوز طريقة الاستهلاك التقليدية لنصل إلى إنتاج عقلاني وإلى استهلاك معقلا وإلى إعادة تدوير، وهذا هو الأساس. كل ما ينتج من النفايات ومحاولة استعمالها مرة ثانية لنعطيها هذا البعد البيئي. Donc, à vous la parole, M. Giazi, que je remercie encore une fois, sans vous rappeler le temps imparti, vous le savez. Merci. Merci tout d'abord au comité d'organisation pour le travail accompli. C'est important, il s'agit. Alors,
je vais vous parler donc de la cogestion des ressources végétales pour mieux intégrer les impacts du changement climatique chez les éleveurs de la zone sahélo-saharienne et du Haut Atlas marocain. Alors, en introduction, on peut dire tout d'abord qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut rappeler concernant tout d'abord les territoires pastoraux sahélo-sahariens et ceux du Maghreb aussi qui sont, on le sait, fragilisés depuis plusieurs décennies, d'abord par des conséquences climatiques, avec les effets du changement climatique, mais aussi les modes de vie qui ont évolué, l'insécurité qui joue un rôle important dans la zone sahélienne notamment, et tout cela a engendré une dégradation des activités pastorales. L'élevage reste néanmoins l'activité traditionnelle principale dans ces régions. Le Sahel, c'est un producteur de viande, fondamentalement, et le Maghreb aussi, donc la diversité plus importante, mais c'est aussi un aspect important du Maghreb. Autre constat que j'ai pu noter lors de mes activités professionnelles avant d'être universitaire, des activités de projet dans ces régions-là, au Niger en particulier, c'est la collaboration relativement peu efficace des instances de projet. Alors là, j'ai cité quelques projets nigériens, mais on pourrait, alors je ne me permettrai pas de citer des projets marocains, parce que je ne les connais pas, mais c'est un constat, je crois, que vous pouvez peut-être faire aussi les uns les autres. Les ONG, les services publics de l'État aussi dans le Sahel, dans la gestion durable, c'est-à-dire qui se pérennise avec des ressources naturelles, avec les éleveurs. Il y a une rhétorique dans les projets, dans les discours, qui semble très bon, et puis dans l'action, sur le terrain, eh bien, on sent qu'il y a un vrai décalage. Donc, quand je dis nous, c'est l'équipe de l'époque, et puis c'est aussi avec Kader Afan, on a jugé intéressant de réfléchir à une gestion partagée, qu'on appelle la cogestion, gestion partagée à la fois d'instances publiques et techniques, par exemple, et puis des éleveurs, cette connaissance qu'on appelle vernaculaire, paysanne, sur le terrain, dans la gestion des ressources naturelles. Dispositif qui permettrait, vous voyez qu'il y a de la nuance, il y a du conditionnel, on est dans l'exploration un petit peu des dispositifs, qui permettrait également de renforcer le sentiment d'appartenance des éleveurs au territoire. Ça c'est important, vous savez que les éleveurs, en tout cas dans le Sahel, je connais un petit peu moins bien parce que je démarre sur les terrains marocains, se déplacent sur des territoires publics. Il n'y a pas d'appartenance, si ce n'est des appartenances traditionnelles et ethniques, et qui ont été un petit peu écartées par la colonisation. Alors, le cadre de recherche ici, il est posé pour la zone sahélo-saharienne et le Haut Atlas. Alors, j'ai appelé ça situation moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, la moyenne? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, allez, on va convenir de ce terme. On a des climats arides à semi-arides, avec des fluctuations interannuelles, c'est propre à ces climats. On a dans le même temps des sociétés pastorales qui sont usagères de ressources naturelles, multiples, l'eau, la végétation, nous on va s'intéresser en particulier à la végétation. Et puis ces sociétés pastorales, depuis très longtemps, bien avant qu'on s'intéresse à elles, ont développé des réponses, de l'adaptabilité. Notamment l'adaptabilité, c'est la mobilité spatiale. On va chercher la ressource, l'eau et la végétation en se déplaçant, parce qu'elle est mobile finalement, ces ressources sont mobiles dans le temps. Et puis la flexibilité, c'est un autre aspect important, c'est-à-dire qu'un éleveur, je pense surtout aux éleveurs du Sahel, mais je pense qu'on n'est pas très loin pour les éleveurs du Haut Atlas, dans la famille élargie, sont capables de se libérer d'une partie du troupeau dans des années difficiles pour essayer d'avoir d'autres subsides agricoles, par exemple. Il y a cette flexibilité. Donc ça, c'est des clés de voûte qui ont été mises en place, enfin réfléchies par Edmond Bernus, ancien chercheur de l'IRD, Orstom avant, mobilité spatiale et flexibilité. Bon, ça, c'est les conditions normales. Ce qui se passe aujourd'hui, ce en quoi on peut être dans l'anticipation par rapport au changement climatique, c'est les situations de crise. C'est-à-dire que cette situation normale, qui est déjà rude pour ces éleveurs, elle risque d'être encore plus rude. C'est-à-dire, le changement climatique va générer une vulnérabilité accrue des populations pastorales, et on peut estimer qu'un seuil d'adaptabilité sera dépassé compte tenu des impacts de ces changements climatiques puissants, forts. Et donc la mobilité spatiale et la flexibilité, habituellement mises en œuvre, ne seront pas suffisantes pour, si je puis dire, encaisser le choc de ces crises climatiques. Donc nous on propose ici de réfléchir à un mode de cogestion. La cogestion, c'est mis en hypothèse en dessous en rouge, c'est le principe de cogestion réduit la vulnérabilité des populations pastorales et sahélo-sahariennes du Maghreb. C'est une hypothèse. Je ne dis pas que ça va effectivement être le cas, mais il faut le tenter.
Alors, quel est le dispositif à imaginer pour gérer ces ressources végétales dans le cadre d'un contexte climatique extrêmement contraignant et qui permettrait aussi, je crois, sur le plan culturel, c'est important, de favoriser l'ancrage territorial des populations pastorales qui parfois se sentent un petit peu démunies et pas vraiment appartenant à un territoire. Et quels sont les premiers résultats? C'est ce que je vais vous proposer, des terrains d'études explorés qui permettraient de valider ce dispositif. Alors, 3 points qu'on va aborder ici, les terrains d'études, la méthode et puis les premiers résultats. Alors, premier point, les terrains d'études diversifiés, d'où ça vient tout cela? Il y a si vous voulez, on a démarré l'expérience des terrains sahéliens fondamentale. Hein. J'ai changé de terrain finalement parce que pour des raisons d'insécurité dans le Sahel, voilà. Travailler dans le nord du Sahel, à la frontière sud-algérienne, franchement, j'ai pas envie de me retrouver au journal de 20h français. Hein, voilà, donc, mais toujours est-il que dans les années 87-92, j'étais conseiller technique pour la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré. Je n'étais pas universitaire à l'époque, j'étais conseiller technique pour l'UICN, l'Union mondiale pour la nature. Ensuite, jusqu'en 2004, hein, j'ai été associé à ces plans de gestion. De 2002 à 2005, j'ai été associé à une UR 136 de l'IRD, consacrée aux aires protégées. Et puis, fait important, en 2015, Kader Afan, avec qui je publie ce document, a produit une thèse sur la cogestion des pâturages dans les razers au Niger, soutenue en janvier 2015. 2012, j'ai commencé à travailler dans le secteur du Haut Atlas marocain, entre le Djebel Saro et le Haut Atlas, dans un projet de recherche qu'on appelait COGEPAM, cogestion des pâturages dans le Haut Atlas marocain. Voilà, donc la localisation de ces points, le Niger d'un côté, vous voyez qu'il y a 2 secteurs, le massif de l'Aïr et du Ténéré, il y a cette réserve du Ténéré, et puis la région des Razers. Le Maroc, c'était un parcours d'attributs des Edzekri dans le Djebel Saro et le Haut Atlas. Voilà. Deuxième point ici de notre présentation, c'est la méthode. Quelle méthode? La cogestion, qui est une gestion participative des ressources naturelles, dans notre esprit, s'appuie ici sur, tout d'abord, un partage des savoirs. C'est la clé de voûte. C'est-à-dire, d'un côté, on le sait, il y a des savoirs vernaculaires qui sont quand même assez puissants. Enfin, qui sont mis en place depuis des générations d'agriculteurs et d'éleveurs, et qui sont là depuis bien avant les projets. Hein. C'est un constat élémentaire, mais qu'il ne faut pas perdre de vue. Et de l'autre côté, on a des connaissances scientifiques, techniques, qui répondent à un autre modèle intellectuel. Mais les deux se valent, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Et l'idée, c'est de produire des connaissances hybrides, c'est-à-dire d'associer les deux. Que ce soit sur les connaissances hydriques ou de végétation. Et de là, de ces connaissances hybrides, on peut réfléchir à une petite synthèse de l'information. Alors, on est géographe, donc la carte des paysages pour nous constituera un outil fondamental. Et à partir de cette carte des paysages, on pourra définir un diagnostic environnemental et, à l'issue de ce diagnostic, être en force de proposition d'action. Mais dans tout ça, les éleveurs seront des acteurs. Hein. Donc les connaissances hybrides, c'est bien la conjugaison de 2 modèles de connaissances, un vernaculaire et un occidental, un qualitatif, un quantitatif. L'un ne remplace pas l'autre. C'est malheureusement les logiques de projet, ça a souvent été le cas, le modèle quantitatif remplace le modèle vernaculaire. Mais on a connu ça en Europe avec nos populations paysannes, nos arrière-grands-parents. Voilà. Donc, les exemples sont nombreux, on va les voir avec les résultats. Le nom des plantes, la perception des entités paysagères, l'évaluation des ressources naturelles, les éleveurs savent faire ça dans leur codification. C'est à nous de comprendre comment ils fonctionnent pour essayer d'imaginer quelque chose de différent. Et la cartographie, qui est un outil de médiation de l'information, parce que c'est du visuel, peut parfaitement fonctionner avec des populations qui ne savent même pas parler l'arabe, encore moins le français, mais qui savent regarder avec leurs yeux. Alors, j'en viens au premier résultat. Là, je ne vais pas faire le détail, mais on voit qu'à la fois, du point de vue des connaissances des plantes, on le sait depuis Kezel, Ozenda, qui ont travaillé dans le Sahara, que pas toutes les plantes, mais la plupart des plantes ont leur version vernaculaire en termes de connaissances. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la puissance scientifique de la connaissance des espèces et des sous-espèces, c'est du point de vue agro-pastoriste, quel est l'usage de ces plantes que les éleveurs font. C'est ça qui est intéressant. Mais du point de vue des paysages aussi, on a des codifications qui apparaissent. C'est-à-dire que les éleveurs savent décrire un paysage, ils savent le nommer.
Alors ça ne correspond pas toujours à ce que nous on voit, mais c'est là où il faut faire l'effort de faire converger les informations. Et puis regardez en dessous, ça c'est les travaux de Hafan, la phénologie des espèces est connue par les éleveurs à 15 jours près. La phénologie, c'est-à-dire le rythme d'une plante, d'un arbre, quand il est en fleurs, quand il est en fruits, quand il est en feuilles. Ils le connaissent parfaitement, et c'est pas pour le plaisir de la connaissance fondamentale, ils s'en moquent, c'est du vital, c'est-à-dire que les chèvres, les chameaux, les moutons aiment, par exemple, les fruits d'acacia. Les fruits d'acacia, ils viennent, l'acacia remediana, par exemple, au Niger, est en fruit à une certaine période de l'année. Ils le connaissent, ils savent ça. Autre élément, voilà, autre résultat, c'est les cartographies qu'on a commencé à élaborer. Celle de gauche, c'est celle que j'ai, avec la typologie des paysages, qui est à la fois scientifique et vernaculaire, que j'ai commencé à mettre en place dans les années 2005, mais après, bon, le Niger, je ne pouvais plus y aller. Par contre, sur la droite, vous avez la carte que Kader Hafan a réalisée avec les éleveurs dans la région des réserves. Bon, Kader Hafan, c'est un fils d'éleveur, c'est un Touareg, donc il pouvait évidemment se déplacer dans cette région sans aucun problème. Il a mis aussi en place, bon, j'ai co-dirigé ses travaux, c'était issu un petit peu de nos réflexions, il a mis en place également une grille d'évaluation où on voit qu'il y a à la fois des codes d'évaluation scientifique et des codes d'évaluation vernaculaire avec des appréciations. On voit dans la légende sur la gauche où les éleveurs ont des termes pour désigner si c'est bon, si c'est très bon, si c'est mauvais, très mauvais. Ils le savent, ils savent évaluer. Nous, c'est ce qui nous importe. Il suffit de faire coïncider ces informations avec les nôtres. Donc, une échelle de valeur à croiser. Et du coup, Kader Hafan, par exemple, sur son secteur de thèse, a pu définir une carte des zones sensibles, à fort intérêt, avec les éleveurs. C'est pas lui qui l'a faite. Hein. Enfin, il a fait la carte, mais cette carte est une synthèse de ce que les éleveurs, c'est les entretiens qu'il a effectués, lui ont transmis pour l'hivernage 2012. Il y a toutes les zones qui sont hachures plus ou moins serrées, là, constituent des zones à fort enjeu, c'est-à-dire des zones où il y a beaucoup de pâturage. Donc, il va y avoir une convergence sur cette ressource de l'ensemble des populations, enfin des éleveurs, et évidemment, il risque d'y avoir du surpâturage, d'où la nécessité d'agir en termes de projet cette fois-ci, de dire, attendez, on va essayer d'arbitrer